Bonjour Anne Toulouse. Bonjour. Vous êtes journaliste franco-américaine installée aux États-Unis depuis 20 ans. Vous avez été longtemps correspondante d'RFI pour les États-Unis. Vous avez publié dans la tête de Donald Trump avant l'élection donc du milliardaire américain à la tête des États-Unis. Oui. Vous diriez aujourd'hui, le monde a raison de trembler? Le monde a raison peut-être d'être un peu perplexe. Mais de trembler, non, je ne pense pas. Enfin, j'espère que non. Parce que Donald Trump n'est pas un idéologue, c'est un pragmatisme. Alors on peut espérer qu'il va s'installer dans la fonction de président. Et puis, vous savez, de toute façon, la Constitution américaine prévoit beaucoup de garde-fous, puisque le président est la figure visible de l'autorité. Mais en fait, il a un pouvoir qui est très restreint, moins de pouvoir que le Congrès, quelque part, et surtout moins de pouvoir que la Cour suprême. Oui, mais là, il a tous les pouvoirs, il a les pouvoirs avec lui, là. Non, pas tellement, parce qu'il faut que toutes ces décisions doivent avoir l'aval du Congrès. Alors vous allez me dire le Congrès est républicain, mais pour les décisions importantes, il faut une supermajorité au Sénat, c'est-à-dire de 60 voix, qu'il n'a pas. Et la Cour suprême est indépendante, même si elle penche d'un côté ou d'un autre. Et surtout, le chef de la Cour suprême, l'actuel Chief Justice, le juge Robert, a montré qu'il ne plaisantait pas avec la Constitution, parce que c'est quand même lui qui a laissé passer, bien que conservateur, laissé passer des décisions du président Obama, comme par exemple le mariage homosexuel, ou qui a décrété qu'une grande partie du programme de santé d'Obama, qui était très contesté, était finalement conforme à la Constitution. Donc si Donald Trump fait quoi que ce soit qui n'est pas conforme à la Constitution, ou qui est jugé suffisamment important pour qu'on déclenche la supermajorité du Sénat, ce sera nul et non avenu. C'est le cas pour un certain nombre de promesses qu'il a pu faire? Ah oui, c'est le cas pour celle qui a été la plus spectaculaire. Par exemple, de barrer l'entrée, de faire un filtrage des musulmans à l'entrée du pays. C'est inconstitutionnel. C'est contredit le premier amendement de la Constitution américaine. Ça il a pratiquement renoncé, même pendant la campagne. Oui, il y a annoncé, je pense qu'il avait dit ça comme ça, parce que, vous savez, tout Américain connaît la Constitution. C'est tout petit. C'est un texte de plus de 2 siècles et qui tient sur un petit calepin de 17 pages. On l'apprend à l'école. Donc, vous savez très bien que la discrimination religieuse n'a aucune chance de passer aux États-Unis. Oui. Donc, voilà, c'est ce qu'on dit des paroles verbales. Oui, et s'en prendre aux réfugiés, un certain nombre de personnes, il peut? Les règles de l'immigration sont du ressort du président, avalisées par le Congrès, et sous réserve qu'elles ne contredisent pas ce qu'on appelle due process, c'est-à-dire que tout citoyen doit être égal devant la loi. Donc là aussi, on peut, bien sûr, c'est de la prérogative du président des États-Unis d'édicter des règles sur l'immigration qu'il fera ensuite voter par le Congrès. Mais je veux dire que dès l'instant où il n'y a pas de discrimination sur les gens qui entrent ou qui se trouvent à l'intérieur du pays. Il peut finir de construire le mur avec le Mexique, ça c'est sûr. Mais vous savez, le mur n'est pas son idée, bien qu'il l'ait revendiqué. Le mur a été décidé par le Congrès et par le président Bush, George Bush, et le Congrès par le Fence Act. Après les événements du 11 septembre, la loi a été votée en 2006 et il en existe déjà des morceaux. Donc, ce qui serait plus difficile, c'est de le faire payer au Mexique. Et ça, de toute façon, ça entre dans les lois internationales, donc il n'a absolument aucune autorité là-dessus. Il peut remettre en cause le libre-échange, comme il veut le faire, et puis des mesures financières qui n'ont pas, pour l'instant, de financement. C'est-à-dire, c'est pareil, le libre-échange, si c'est un traité, pour modifier un traité, il faut passer par la supermajorité du Sénat, 60 voix, qu'il n'a pas. Donc déjà, le traité peut rester en vigueur. Ce qu'on peut faire, c'est réaménager son application. Mais c'est très difficile. Vous savez, la vie politique américaine, les institutions américaines, c'est un porte-avions, vous ne le bougez pas comme ça. Oui. Ça veut dire qu'en fait, il va devoir expliquer à ses électeurs que le Donald candidat n'est plus le Donald président. Je pense qu'ils le savent déjà. Vous savez, à chaque élection, si vous saviez ce qu'on entend, Bon, c'est moins spectaculaire, c'est moins outrancier. Il faut voir déjà que pour gagner les primaires, il faut aller très au-delà du centre de l'électorat. Il faut dire ce qui est le plus frappant. Après, vous avez la plateforme du parti au moment de la convention où on intègre tout ce qui vient de tous les côtés. Ce qui fait que, par exemple, si Hillary Clinton avait été élue, elle était élue sur une plateforme qui était largement inspirée par Bernie Sanders et dont il y a fort à parier qu'elle se serait débarrassée assez rapidement. Alors, les 2 premières années, évidemment, il faut prendre quelques mesures un petit peu, je dirais, qui frappent les esprits. Mais après ça, d'abord, généralement, le président perd très rapidement sa majorité à la Chambre, parce qu'il y a une espèce de, je vais dire au Congrès, parce que
plus de chances de garder la Chambre. Mais je veux dire qu'il y a une espèce de, je ne sais pas, quelque chose qui est dans l'inconscient américain et qui veut que le président n'ait pas trop de pouvoir, que personne n'ait trop de pouvoir. Parce que ce pays a été fondé sur le refus de l'autorité. La Révolution américaine, c'était ça. C'est un pays de rebelles. C'est un pays de rebelles. D'ailleurs, je l'explique dans le livre, je raconte toutes les rébellions. Toute l'histoire des États-Unis, c'est rébellion sur rébellion sur rébellion contre l'État, contre les institutions. That's a free country. Mais lui-même, c'est un rebelle, Donald Trump. Oui. D'une certaine façon. Vous dites d'ailleurs, il est républicain quand ça l'arrange. Je ne sais pas si on additionné, je ne suis pas sûre qu'il ait passé plus de temps chez les Républicains que chez les autres. Il a tout essayé. Il a été indépendant, il a été démocrate pendant longtemps, il a financé les campagnes d'Hillary Clinton. Je pense qu'il l'a fait même quand il était républicain, d'ailleurs, parce que quand on est dans les affaires, il faut quand même donner un peu à droite et à gauche. Il a essayé de faire de l'entrisme dans un parti qui a connu une certaine vogue à la fin des années 90, qui était le parti de la Réforme. Il a tout essayé. Et même dans sa vie, d'ailleurs, c'était un rebelle. Ses parents l'ont mis dans une école militaire pour le mater. C'était la forte tête de la famille. Oui, c'était un genre de shérif qui rentre dans le saloon, vous dites, c'est le buffle dans la prairie d'un western, oui. C'est ça un peu? Il est très Trump. américain. C'est pour ça qu'on a tellement de mal à le comprendre en Europe. C'est vraiment, c'est un personnage, enfin comme on dit, plus grand que la vie, the sky is my limit. Enfin, tous les mythes américains se retrouvent. Et puis avec le côté aussi un peu mauvais garçon, un peu pas sophistiqué, brut de décoffrage, quoi. Comme oui. on dit, alors, par exemple, un homme qui critique les femmes, terriblement misogyne, en même temps, qui est entouré de femmes en permanence. Oui, qui a donné ce que je raconte, c'est que ses principales collaboratrices dans son empire immobilier, c'était des femmes. Il a été le premier à New York à confier la direction d'un chantier qui était la Trump Tower, l'œuvre de sa vie. Il l'a confié à une femme parce qu'il trouvait que c'était la meilleure. Mais ça a fait scandale à l'époque parce que les femmes n'étaient pas chefs de chantier. Et sa plus proche collaboratrice, vraiment sa confidente, était une femme qui était d'ailleurs la secrétaire du Parti démocrate de l'État de New York. Oui. Donc ça prouvait, et l'héritière de son empire, c'est manifestement, bon, tous ses enfants, ses deux fils travaillent, ses deux fils aînés travaillent dans l'entreprise familiale, mais celle qui est vraiment proche de lui et qui est son héritière naturelle, c'est Ivanka, c'est sa fille. Oui, et puis pas le premier à être milliardaire élu, hein. Vous en citez un autre? Oui, alors, mais la différence, oui, le président Kennedy était milliardaire, c'est-à-dire qu'on transposait ce qu'il a laissé comme fortune. Voilà. Oui, parce qu'il était l'héritier d'une énorme fortune. Son père a littéralement financé son élection. Le père Kennedy était extrêmement connu. Il avait fait plein d'affaires, plus ou moins d'ailleurs un peu limite, après la prohibition dans les alcools et tout ça. Mais c'est très difficile de faire de la politique sans argent aux États-Unis. Merci beaucoup, Anne Toulouse. Ça s'appelle « Dans la tête de Donald Trump ». C'est un livre publié avant la victoire du milliardaire. C'est publié chez Stock et c'est passionnant. Nous étions ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité.